Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de l'insuffisance cardiaque et puis on va commencer avec un constat qui peut être source d'une certaine frustration. C'est le fait que depuis 50, 60, 70 ans, on a énormément de thérapeutiques qui sont arrivées sur le marché avec malheureusement peu de progrès réels sur la survie des patients atteints d'insuffisance cardiaque. Ici, une étude qui est sortie il y a quelques années, mais qui montrait que pendant les 5 décennies entre 1950 et 2000, il y avait eu au maximum 10% d'amélioration de l'évolution clinique des patients. Et puis une étude qu'on avait d'ailleurs discutée ici ensemble, qui est apparue il y a une année, qui avait montré qu'entre 2000 et 2020, il y avait également eu peu d'avancées, peu de progrès par rapport à la survie des patients avec, en moyenne, une amélioration de la survie aux alentours des 6%, surtout à une année, quand on commence à voir les taux de survie à 5-10 ans des patients atteints d'insuffisance cardiaque, les taux de succès sont moindres et surtout l'amélioration est moindre. Si on regarde le tout sur une septantaine d'années, on voit donc que l'évolution et la survie à 5 ans a peu évolué et qu'au maximum, on a une amélioration entre 5 et 10% de la survie. Si on regarde les patients avec une insuffisance cardiaque, un autre constat qui est également important, c'est que la plupart des patients atteints d'insuffisance cardiaque vont décéder d'insuffisance cardiaque. Ceci malgré une pléthore d'interventions thérapeutiques qui sont à disposition aujourd'hui. Donc, fort de ce constat, la question qui se pose, c'est comment expliquer que ce progrès est modeste chez les patients avec une insuffisance cardiaque? Comment expliquer que malgré toutes les études qu'on a à disposition, toutes les molécules qu'on a à disposition, l'amélioration clinique n'est pas plus grande? Alors, première chose, et je pense que c'est vraiment important, c'est de comprendre que quand on parle d'insuffisance cardiaque, c'est vraiment un syndrome. C'est un syndrome donc, qui atteint énormément de monde. Ici, un petit peu les taux au niveau mondial, au niveau des UG, au niveau coût. Donc, un syndrome qui coûte beaucoup, mais qui reste un syndrome. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, on va parler un petit peu en détail. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. On a des récits de ce que c'est l'insuffisance cardiaque déjà dans les années 40, donc vraiment une identification de ce que c'est comme maladie. Mais pendant des décennies, les définitions ont été très très vagues et variées, voire peu utiles. Donc on est passé vraiment d'une situation où on imaginait que les gens avaient une insuffisance cardiaque à des définitions cliniques qui étaient donc importantes, avec en partie les critères qu'on connaît de présentation clinique, que ce soit des présentations de type dyspnée paroxystique nocturne ou des signes cliniques. Le tout s'est raffiné depuis quelques années, avec maintenant des définitions qui sont beaucoup plus précises, ceci est au niveau européen et au niveau des sociétés savantes nord-américaines. On va regarder ici un petit peu les critères de diagnostic au niveau européen. Et puis, la première chose, c'est que ça reste un syndrome. On ne peut pas faire un diagnostic d'insuffisance cardiaque sans signes cliniques, sans présentation de signes cliniques. Ça, c'est absolument primordial. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, à force de faire des échographies chez tout le monde, on peut découvrir des signes qui seraient compatibles avec une insuffisance cardiaque, mais en absence de présentation de signes cliniques, on ne peut pas poser le diagnostic. Et puis, aujourd'hui, les sociétés savantes qui divisent l'insuffisance cardiaque en 2 voire 3 catégories. Celle qu'on connaît le mieux, l'insuffisance cardiaque à fonction systolique diminuée, avec une fraction d'éjection du ventricule gauche à moins de 40%, et puis celle qui est de plus en plus problématique, l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, avec une fraction d'éjection au-dessus de 50%. Il y a maintenant une zone intermédiaire entre 40 et 50%. Donc la première chose, c'est vraiment cette fonction de contractilité du ventricule gauche qui est importante. Et puis après, vous voyez que de plus en plus, pour poser le diagnostic, on va s'attarder à décrire des signes cliniques et des trouvailles au niveau échographique ou morphologique pour poser le diagnostic, souvent l'hypertrophie ventriculaire gauche ou une dilatation de l'oreillette comme étant les critères qui posent le diagnostic.
On a déjà donc dans la définition le concept d'un syndrome hétérogène, et puis on va essayer pendant les 15 minutes qui suivent de revoir cette diversité, cette hétérogénéité de l'insuffisance cardiaque. Alors, pour ce faire, je vous propose d'utiliser 2 ressources. On va utiliser une cohorte d'insuffisance cardiaque qu'on a pu mettre en place dans le département de médecine interne et notamment dans notre service en étroite collaboration avec la cardiologie, donc un registre d'insuffisance cardiaque. Et puis, on va parcourir quelques exemples de cardiomyopathie héréditaire qui montrent un petit peu la diversité de ce syndrome. Alors, pour comprendre le registre, on va juste voir ici l'évolution naturelle de la maladie, une maladie qui peut commencer de manière sournoise, mais qui, de manière inexorable, se ponctue d'aggravation aiguë, de décompensation aiguë, qui souvent signale des aggravations aiguës de la fonction cardiaque, avec ou en tout cas souvent une progression dans le temps. Pour notre registre, on a pris le pari de faire des inclusions lors de ces décompensations. Ça peut être la première inaugurale ou d'autres. Et puis nous avons maintenant un suivi de plus de 5 ans de ces patients avec, ici, un petit peu les détails. On a plus de 1000 patients, un suivi de 5 ans avec une médiane de survie de plus de 2 ans. Quelques critères ou quelques trouvailles. On a en fait comparé à la littérature mondiale un petit peu moins de patients avec une fraction d'éjection diminuée, beaucoup plus avec une fraction d'éjection préservée. Et ceci avec un constat, on a aux alentours de 600, 700, 800 hospitalisations par an, environ 200 nouveaux cas par an, et puis parmi ces nouveaux cas, on a 700 cas inaugurales, donc vraiment des patients qui présentent pour la première fois une décompensation cardiaque. Et puis, la seule chose que je voulais vous dire par rapport à ce slide, c'est qu'un premier constat très très important, c'est que ces patients sont polymorbides. Quand on regarde le tout venant, on a énormément de patients hypertendus, de patients diabétiques, de patients avec un COPD, des patients avec une insuffisance rénale. Donc, on va revenir à ce thème d'hétérogénéité de la maladie, avec la première chose, cette hétérogénéité de fonction. Alors, quand on parle d'insuffisance cardiaque, on ne va pas faire un cours de physiologie, mais on a des adaptations liées aux anomalies du ventricule gauche. Et puis, que ce soit pour l'insuffisance cardiaque à fonction systolique diminuée ou préservée, malgré tout, on a quand même 2 constats. On a d'une part une diminution du débit cardiaque et puis d'autre part une augmentation de la pression ventriculaire télédiastolique. Alors on ne va pas revoir un petit peu les courbes pression-volume, mais c'est un petit peu le constat qu'on peut faire. Et ceci a comme répercussion que la présentation clinique et l'activation de systèmes de compensation vont être très très similaires dans une ou l'autre des pathologies, avec notamment une activation du système sympathique, une activation du système de peptides natriurétiques, notamment la BNP, une hypoperfusion du muscle, du rein, avec donc du coup également une activation du système RAA. Et donc ce constat, c'est que ce soit l'insuffisance cardiaque à fonction systolique diminuée ou préservée, on a la même activation de toutes sortes de systèmes de compensation. Ceci ne veut pas dire que c'est une même maladie, et d'ailleurs ça ne l'est vraiment pas. On va revenir en détail sur ces différences, mais l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée est souvent associée à une hypertrophie ventriculaire, à de la fibrose, alors que l'insuffisance cardiaque à fonction systolique diminuée est plutôt associée à une dilatation et une perte de cardiomyocytes. Donc à ce stade, on peut dire que la présentation clinique est similaire, mais la dysfonction ventriculaire est différente. Elle est beaucoup plus complexe pour l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée. Et ceci a d'énormes implications pour l'efficacité des interventions médicamenteuses. On a eu un changement de paradigme il y a une vingtaine d'années. On est passé d'un traitement qui était surtout axé autour de l'hémodynamique, avec éventuellement des diurétiques, la digoxine, des traitements qui essayaient d'augmenter la contractilité ou la fonction cardiaque. Et puis on est maintenant vraiment beaucoup plus dans un système qui essaie de s'attaquer au système de compensation, avec des traitements de vasodilatateurs, un antagonisme neuro-hormonal, que ce soit du système sympathique, du système RAA, et d'autres traitements dont on ne va pas parler aujourd'hui. Alors ceci, vraiment, c'est le b.a.-ba de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque aujourd'hui, les bêta-bloquants, les inhibiteurs du système RAA, que ce soit tous ces traitements, excusez-moi, les diurétiques, l'aldostérone et autres.
Ces traitements ont fait leurs preuves dans l'insuffisance cardiaque à fonction systolique diminuée, et on a une pléthore d'études qui montrent le bénéfice absolument important de tous ces traitements dans l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée. Les bêta-bloquants, avec en moyenne, ça c'était des anciennes études qui étaient comparées au placebo, des améliorations des issues cliniques avec des hazard ratios à 0,8, 0,7, 0,6. Pareil pour les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des améliorations de la clinique absolument remarquables. On a ici plus récemment l'ivrabadine, on a les traitements de resynchronisation ventriculaire, et à chaque fois, on a une amélioration absolument remarquable de l'évolution clinique et des issues cliniques. Plus récemment, on pourrait même parler du valsartan sacubitril, donc l'Entresto, qui a eu également des effets absolument remarquables dans les études randomisées prospectives. Et dernièrement, même dans l'insuffisance cardiaque aiguë, également des études qui montrent un bénéfice. Alors, tout ceci maintenant, et on ne va pas en parler aujourd'hui, est résumé dans des prises en charge qui sont hautement standardisées pour l'insuffisance cardiaque à fonction systolique diminuée, avec l'introduction d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion, de bêta-bloquants et autres, avec par la suite, de manière séquentielle, d'autres types de traitements qu'on peut mettre en place, notamment l'Entresto et autres. Le gros problème, ce n'est pas ces guidelines, le gros problème, c'est que quand on parle d'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, on n'a à ce jour aucune étude qui montre qu'il y a un bénéfice de ces traitements ici. L'inhibiteur des enzymes de conversion, ici même la spironolactone. Plus récemment, on a une étude sur l'Entresto qui montre qu'il n'y a pas de bénéfice chez ces patients. Donc, un énorme problème chez ces patients qui, je vous le rappelle, représentent de 50 à 60% de tous les patients avec insuffisance cardiaque. Donc, l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée reste un défi thérapeutique absolument majeur. Mais qu'en est-il de la généralisation des résultats qu'on vient de voir pour l'insuffisance cardiaque à fonction systolique diminuée? Donc, autrement dit, quelle est l'éligibilité ou l'applicabilité de ces résultats à la population générale de patients insuffisance cardiaque? Pour rappel, on peut avoir une population générale, on va avoir une incidence d'insuffisance cardiaque entre 100 et 300 selon les séries pour 100 000 de la population. Et puis, quand on va faire une étude randomisée et contrôlée, on prend, pour des bonnes raisons, mais des mauvaises conséquences, une petite part de cette population. Donc, la conséquence, c'est que quand on fait une étude, on a, et on ne va pas rentrer en détail, mais on a 20 ans, 30 ans d'expérience, où on regarde les études et on voit que non seulement il y a des critères d'inclusion qui sont limités, mais on a énormément de critères d'exclusion. Ici, pour une des études les plus récentes sur l'Entresto, donc un hazard ratio à 0,8, vraiment un traitement clairement très efficace chez certains patients sélectionnés. Mais quand on regarde en détail, on a d'une part besoin d'avoir une fonction systolique diminuée, on ne doit pas être hypotendu, ne pas avoir une insuffisance rénale, ne pas avoir d'hypocalémie, toutes sortes de critères d'exclusion, ce qui paraît normal pour une étude randomisée. Mais la conséquence de ces études qui sont hautement sélectionnées, c'est que si on applique ces mêmes critères à une population non sélectionnée, ici c'est notre cohorte genevoise, si on applique ces mêmes critères, on voit d'une part que chez le tout venant, 800 patients, aujourd'hui on en a 1000, mais sur 800 patients, il n'y en a que 33% qui remplissent les critères de fraction d'éjection diminuée. Et puis si on va plus en détail, on voit qu'énormément de patients ont une insuffisance rénale, beaucoup de patients sont hypotendus, beaucoup de patients ont une valvulopathie modérée et sévère. Et si on applique tout ça, on voit que sur la totalité des patients qu'on a suivis ici, il n'y en a que 15% qui sont éligibles. Alors on peut toujours élargir les critères, mais si on applique les critères qui étaient utilisés dans les études, très peu de patients remplissent ces critères. On peut prendre un autre exemple, dapagliflozin, on va aller assez rapidement, une étude qui est sortie il y a une année ou deux, mais si on applique également le même raisonnement, on se retrouve de nouveau dans notre cohorte avec que un quart des patients qui sont éligibles pour ces traitements. Donc ça pose vraiment un problème parce qu'on a
des études qui montrent des bénéfices qui sont de l'ordre de 20-25% d'amélioration de l'issue clinique, mais sur la totalité des patients atteints d'insuffisance cardiaque, il n'y a qu'une petite minorité qui sont réellement éligibles ou qui ont été vraiment étudiés. Donc, cette population étudiée a énormément de comorbidité, et ça, en soi, c'est un problème. Nous et d'autres avons montré que l'incidence d'insuffisance rénale est très élevée, et ceci a des implications absolument majeures. Alors ici, une autre étude qu'on avait publiée il y a quelques années, qui montre que non seulement l'insuffisance rénale chronique, qui est intégrée dans plusieurs scores de sévérité, mais l'insuffisance rénale aiguë est également une source de mortalité et de morbidité très, très élevée. Donc, de faire des études en excluant en réalité la majorité des patients, ça pose vraiment des problèmes par rapport à l'applicabilité de ces résultats à la population générale. Donc, la généralisation de ces résultats est plus que douteux. Les comorbidités sont importantes. On a dans notre cohorte plus de 50% qui ont une insuffisance rénale, un COPD, un diabète. En soi, on pourrait même s'arrêter juste sur l'utilité pronostique de la fonction ventriculaire gauche. Vous avez vu que la plupart des classifications utilisent cette valeur. Et en soi, c'est peut-être même problématique en soi. Parce que si on regarde toutes sortes de critères qui vont influencer le pronostic, on voit que au-delà de la fonction ventriculaire gauche droite, c'est vraiment l'hypertension artérielle pulmonaire, ou en tout cas la probabilité de l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est le déterminant le plus important de la mortalité et de la morbidité de ces patients. Ceci a des implications absolument majeures parce que c'est une entité qui n'est pas systématiquement prise en charge et qui peut être liée non seulement à l'atteinte cardiaque, mais également à d'autres pathologies, notamment le COPD. Et on a ici des courbes qui montrent vraiment que c'est cette probabilité, cette hypertension artérielle pulmonaire qui est le facteur le plus déterminant dans le pronostic des patients. On va avancer. On a vu que donc il y a une hétérogénéité de fonction. On a également une hétérogénéité de morphologie de l'insuffisance cardiaque. Habituellement, on peut avoir soit dans l'insuffisance cardiaque une hypertrophie ou une dilatation. Ceci se présente avec des présentations cliniques souvent assez impressionnantes. Et ceci est souvent lié à des pathologies sous-jacentes, soit par exemple l'hypertension ou l'ischémie, deux grands pourvoyeurs d'insuffisance cardiaque. Mais on a également des exemples d'atteintes génétiques qui peuvent donner ces phénotypes, la cardiomyopathie hypertrophique et la cardiomyopathie dilatée. On va aller assez rapidement là-dessus, mais juste pour vous montrer qu'il y a une énorme diversité dans cette maladie. Quand on vous parle de cardiomyopathie hypertrophique génétique, cette fois-ci, on voit qu'il y a une dizaine de gènes qui peuvent être atteints, surtout des gènes liés à l'appareil contractile, donc la myosine, la tropomyosine, la troponine. Et quand on regarde en détail, si on essaie d'étudier in vitro ces mutations et ces gènes mutés, on voit qu'il y a des anomalies vraiment fonctionnelles avec une augmentation de la sensibilité au calcium et de la contractilité de l'appareil, avec comme conséquence une activation de toute une cascade hypertrophique liée au calcium. Qu'en est-il de la cardiomyopathie dilatée? Pareil, énormément de gènes qui peuvent être atteints, mais notamment aussi d'autres gènes liés à l'appareil contractile. Et si on regarde en détail dans ces gènes, on a en fait l'opposé de ce qu'on voit dans la cardiomyopathie hypertrophique, une diminution de la sensibilité au calcium et de la contractilité. Donc déjà au niveau moléculaire, probablement une énorme diversité de modifications qui peuvent mener au même phénotype clinique, mais avec des propriétés physiques, des propriétés chimiques tout à fait différentes. On peut continuer, ça je vais faire très rapidement. On peut regarder par exemple le métabolisme du calcium qui probablement est impliqué dans toutes les formes d'insuffisance cardiaque. Petit rappel, le système adrénergique, qui est stimulé dans l'insuffisance cardiaque, va activer le CAMP qui phosphoryle toutes sortes de protéines qui sont liées à la réserve myocardique, notamment la recapture du calcium dans le sarcoplasme, le réticulum sarcoplasmique. Et puis si on cherche dans ces gènes, que ce soit SERCA ou ce petit gène ici, PLN, on voit que en fait, on peut trouver des anomalies au niveau génétique, énormément de gènes. Nous et d'autres avons montré qu'on peut avoir des mutations qui vont mener à des phénotypes hypertrophiques ou dilatés.
Donc on a une hétérogénéité de fonction, on a une hétérogénéité morphologique, et pour terminer, on a une énorme hétérogénéité d'étiologie. Ici, c'est une liste non exhaustive de l'ESC qui montre qu'on a l'ischémie, des dommages toxiques, des anomalies métaboliques, l'hypertension, des atteintes valvulaires, donc vraiment une diversité énorme étiologique. Si on regarde dans notre cohorte, on retrouve cette diversité avec une grande part d'étiologie ischémique, une grande part d'étiologie hypertensive, une énorme part de valvulopathie. Et puis, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais on en parlera peut-être une autre fois, dans chaque catégorie, une représentation très très différente de la fonction cardiaque. Chez les ischémiques, on retrouve une prépondérance d'insuffisance cardiaque à fonction systolique diminuée. Chez les cardiopathies avec une étiologie hypertensive, plutôt une cardiopathie à fonction systolique préservée, avec toutes sortes de répercussions dont on a discuté. Donc si on résume, et à retenir, on va conclure avec ça, le syndrome d'insuffisance cardiaque, ça reste quelque chose qui est diversifié même dans la définition même, avec des maladies qui peuvent être avec une fonction systolique ventriculaire diminuée ou préservée, malgré une présentation clinique similaire. C'est un syndrome hétérogène avec des altérations pathophysiologiques et morphologiques variées. Les interventions thérapeutiques sont efficaces que pour l'insuffisance cardiaque à fonction systolique diminuée, et il y a une généralisation restreinte possible à la population totale, qui sont en fait beaucoup plus polymorbides que les patients qui sont inclus dans les études. Et puis on voit qu'il y a également une hétérogénéité des étiologies. Et donc, comment vraiment améliorer les choses à l'avenir? Et c'est peut-être le grand défi. La première chose, c'est d'accepter que c'est une maladie très complexe, associée à de multiples comorbidités, et ce n'est pas simplement une maladie du myocarde ou du ventricule gauche. Probablement, quand on commence à avoir cette maladie, c'est probablement, on va dire, en grande partie trop tard. Et comme pour toutes les maladies en médecine interne, la clé, c'est probablement la prévention. On veut prévenir notamment les maladies et les facteurs de risque cardiovasculaire, que ce soit l'hypertension, le diabète, la détection précoce de valvulopathie, pour prévenir la détérioration de la fonction ventriculaire gauche. Et puis, à terme, on peut imaginer, et on ne va pas discuter en détail, mais des thérapies beaucoup plus ciblées par rapport à des sous-populations de patients atteints d'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, parce que probablement que d'appliquer des critères purement échographiques n'est pas suffisant pour identifier les patients qui pourraient bénéficier d'un certain traitement. Voilà, j'en ai terminé. Merci.